c'est de dire que le collectif paille armoricain, c'est le représentant, l'interprofessionnel de la filière paille en région. Et du coup, le représentant régional du réseau français de la construction paille, qui est un peu l'association chapeau à l'échelle nationale. Donc il y a une spécificité régionale à chaque fois, et nous, on couvre le territoire Bretagne-Pays de la Loire. Avec du coup de nombreuses missions qui couvrent toute la chaîne en fait de l'amont à l'aval sur la filière paille. La première chose, c'est d'abord le premier travail pour nous, c'est de développer la demande en bâtiment en paille. Il y a besoin de sensibilisation auprès des maîtrises d'ouvrage. Il y a besoin déjà de faire découvrir ce matériau, de rassurer sur ce matériau aussi, et puis de communiquer sur les projets exemplaires déjà réalisés. La deuxième chose, c'est de structurer un peu l'approvisionnement et la ressource, donc le dialogue avec le secteur agricole pour aussi bien rabâcher le message de la stratégie nationale bas carbone qui priorise les usages de la paille dans l'économie et dans l'écosystème. Et donc d'abord l'agriculture nourricière, ensuite l'usage matériaux et ensuite l'usage énergétique. Et ça, il faut le rabâcher, c'est la stratégie nationale bas carbone qui a appuyé cette hiérarchie des usages. Donc on travaille avec les chambres d'agriculture là-dessus, gros travail. Ensuite, c'est la montée en compétence de tous les acteurs de la filière, donc formation des maîtres d'ouvrage, formation des concepteurs et formation des entreprises, pour continuer à faire des projets de qualité. Et justement, sur la qualité, il y a un gros travail qui est amorcé également avec l'AQC, qui est d'ailleurs présente aujourd'hui, et qui nous fait le plaisir et l'honneur de partager ces méthodologies pour la première fois dans l'histoire de l'AQC, parce que, confiant dans la démarche proactive qu'on a aussi dans la filière, de maintenir de la qualité, parce que c'est une filière qui est vraiment basée sur beaucoup de qualité de réalisation, l'attention aux matériaux, à la mise en œuvre. Et donc, d'ailleurs, l'AQC n'a pas hésité cette année à titrer, je le cite de mémoire, mais la paille est un matériau écologique, économique et légitimé. Je pense que c'est quelque chose de remarquable. La dernière casquette, c'est la recherche et l'innovation. Donc c'est un écosystème qui est en perpétuel mouvement, et puis on a besoin de continuer à innover pour gagner de l'efficacité économique, technique, etc. Et donc on a un rôle un peu, alors à l'échelle nationale et puis impulsé aussi en région, de coordination de la recherche et développement. Voilà un petit peu pour le rôle. Merci beaucoup Nicolas. Alors un autre Nicolas Canzian intervient ensuite lors de la table ronde, mais en une phrase, quelques mots, quels sont les grands enjeux ou les grands projets à venir pour la filière? Alors les grands enjeux, la première chose, c'est de pouvoir étendre le domaine d'emploi de la paille à différents domaines qui sont aujourd'hui hors règles professionnelles. Voilà, la règle professionnelle, ça permet de construire comme Monsieur Tout-le-Monde qui construit malheureusement trop souvent par pain à polystyrène. Mais on peut aller au-delà du domaine d'emploi, donc là il y a un gros travail qui est amorcé là-dessus. Et puis les autres chantiers en région, on va dire, c'est l'accompagnement sur les projets exemplaires déjà réalisés, que ce soit à l'échelle d'aménagement ou à l'échelle d'un bâtiment exemplaire, continuer à inspirer les gens là-dessus, faire des retours d'expérience. Et également accroître la visibilité d'une démarche d'offre d'accompagnement technique qu'on a montée sur le territoire, avec de nombreux référents techniques qui permettent de sécuriser les projets quand il y a des questions techniques, que ce soit très en amont ou vraiment dans la technique du projet. Et donc on va dire, puis continuer le dialogue avec les champs d'agriculture aussi. Merci beaucoup Nicolas. Dernière question, rapidement, qu'est-ce qui fait que la filière paille soit membre actif de FB2 ? FB2, c'est un super outil de mise en commun pour toutes les filières biosourcées et terres crues. Nous on le voit, il y a deux échelles d'action. Il y a une échelle un peu interne, pouvoir partager l'expérience, partager les connaissances et puis partager les ressources aussi entre filières, pas tous refaire le même travail chacun de notre côté. On a plein de problématiques communes. Et puis on a aussi des filières avec différents niveaux d'avancement, donc il y en a qui peuvent faire bénéficier de leur retour d'expérience. Et puis la deuxième chose, c'est plutôt à l'externe, et la communication à l'extérieur. C'est important d'avoir aussi j'aime bien l'idée de guichet unique, un guichet unique pour les maîtres d'ouvrage ou les gens qui ne connaissent pas de manière très technique nos filières,
et qui veulent juste construire écologique, construire durable, en fait, ils sont un peu perdus, quoi. C'est quoi? C'est du chanvre. Avant, on m'a dit que c'était la fibre de bois, on savait que c'était la paille. Non, en fait, on peut avoir un guichet unique qui parle de tout ça et qui ramène vers les personnes ressources. Donc voilà ce que nous apporte LPD. Merci beaucoup Nicolas, vous pouvez l'applaudir. Nicolas. Alors les autres ont la pression, je vous le dis moi. Oui, c'est 6 choses à sûr. Merci beaucoup Nicolas. Jean-Paul Caroff, Essima. Donc on va parler ouate de cellulose avec Jean-Paul. Alors Essima, syndicat des fabricants de ouate de cellulose en France et en Belgique. Racontez-nous ça Jean-Paul, en France et en Belgique. Bonjour à tous. Donc l'ESIMA, oui, c'est le syndicat des producteurs de ouate de cellulose. On s'est regroupé au démarrage pour répondre à des problèmes normatifs. On avait pas mal de soucis au niveau de l'État pour faire reconnaître notre produit il y a plus de 15 ans en France. Et du coup, on a trouvé légitime de se regrouper, tous les producteurs de ouate de cellulose en France, pour pouvoir justement travailler en commun sur un projet qui nous permet aujourd'hui de présenter un produit qui est certifié et qui est reconnu sur le marché. France et Belgique, combien d'entreprises Il y a 6 usines de production de ouate de cellulose sur la France et on est la seule dans le Grand Ouest, c'est la ouate. Merci beaucoup. Parlez-nous de la ouate, c'est quoi la ouate? Rappelez-nous. Alors la ouate de cellulose, c'est simplement du papier journal qui est transformé en fibre, comme on le voit ici, sur du coton en fin de compte. Et cette fibre papetière va nous permettre justement de piéger l'air et d'obtenir un très bon isolant. Donc on est parti du constat de travailler sur l'économie circulaire, évidemment, travailler à partir de déchets pour en faire un matériau technique dans le bâtiment. Donc c'est vrai qu'en se disant on part du papier journal d'un déchet pour faire un autre produit qui va servir à la construction, qui va servir à envelopper un bâtiment, au début c'est un challenge, c'est un pari, et puis derrière on se rend compte que ça marche très bien, au contraire, que la fibre papetière est faite pour ça, plutôt que d'aller soit refaire du papier, soit aller en incinération. Elle est aussi bien dans nos maisons pendant de nombreuses années derrière. Comment vous travaillez avec vos fournisseurs justement? Alors les fournisseurs de matières premières, on travaille déjà avec les 2 gros quotidiens de l'Ouest ici, le Télégramme et l'Ouest France, qui nous fournissent tous leurs invendus et leurs déchets d'imprimerie. Donc c'est du papier qui reste propre. Et on a aussi mis en place une collecte au niveau des associations du territoire. Il y a plus de 800 associations aujourd'hui qui travaillent pour nous, qui collectent de la matière première et on les rémunère en fonction du poids qu'elles nous ramènent à l'entreprise pour pouvoir le transformer. C'est plus de 230 000 € qui sont reversés ici localement sur des associations, beaucoup de parents d'élèves, mais de luttes de toutes sortes, autrement, sportives et autres. Et ça, pour nous, c'était aussi un challenge. C'était très difficile de travailler sur la matière première au démarrage. Évidemment, quand on parle de papier journal, tout ce que l'on mélange, tout ce qu'on parle, on parle de déchets, tout ce qu'on va mélanger dans les sacs jaunes avec les boîtes de cassoulet et autres, tous ces papiers sont tachés, on ne peut pas les utiliser. Il nous faut vraiment de la matière propre. Donc c'est vrai qu'on milite beaucoup aussi pour le tri à la source. Plus on va trier à la source nos déchets, plus on va pouvoir les retransformer et les valoriser pour en faire des bons produits. Et même question qu'à Nicolas Naude, pourquoi finalement faire partie de FV2? Ah, ça c'est historique. Non, c'est vrai que je suis fondateur aussi d'FV2 depuis le démarrage. Moi j'essaye de fédérer toutes les filières ensemble. C'est vrai que quand on a des produits qui peuvent être concurrents, on se dit on va être concurrents, on va être sur les mêmes marchés, on est quand même sur des marchés de niche. Nos concurrents à nous, c'est pas forcément la paille, le chanvre, tous les autres isolants, le coton recyclé. Alors, mes concurrents, c'est des produits qui sont très énergivores et qu'il faut remplacer par des produits qui ont justement des impacts carbone qui soient plus pertinents. Et donc le combat il est là, et le fait de se regrouper tous ensemble, qui permet aujourd'hui de vous rassembler ici déjà, c'est énorme. Tout seul, chacun dans sa filière, on ne peut pas faire ce que l'on fait à plusieurs. Et quand on se regroupe, on se rend compte qu'on échange, qu'on a les mêmes problèmes, qu'on a peut-être les mêmes solutions, et ça va beaucoup plus vite. Et on est beaucoup plus fort pour aller aussi devant soit les politiques, soit devant les instances réglementaires, qu'elles soient locales, ici en Bretagne, qu'elles soient à Paris, parce que Paris, ça décide beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on est aussi sollicité pour aller défendre nos filières au niveau de l'Europe. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer? Un dernier message, non, je suis content qu'il y ait tout ce monde-là, qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'intéressent à nos produits. On voit ça fait quand même plusieurs années
On se bat pour justement faire reconnaître la pertinence de nos produits, l'intérêt de poser des produits biosourcés dans les constructions, et que de plus en plus de monde s'y intéresse, qu'on voit de plus en plus de projets qui intègrent ne serait-ce qu'une petite partie de nos produits, bah ça fait chaud au cœur. Donc on dit qu'on ne fait pas ça pour rien, et que voilà, qu'on va de l'avant et qu'on y arrivera. Merci beaucoup Jean-Paul, vous pouvez l'applaudir. Merci Jean-Paul. Je vais appeler maintenant Agnès Boujard, présidente de l'Association nationale des couvreurs chaumiers et gérante de l'entreprise en couverture chaume. Pareil, hein, il y a des démos, elles sont ouvertes à midi, il ne faut pas hésiter, c'est bien ça. Hein. C'est bien ça. Ouf, non, je ne me suis pas trompée. Bonjour Agnès, alors parlez-nous de l'association. Alors, l'Association nationale des couvreurs chaumiers, on est une de la filière qui est la seule représentation nationale. Il y a souvent des représentations régionales. Mais nous, n'étant pas beaucoup de chaumiers en France, on n'a qu'une fédération nationale. Cette association a été créée dans les années 90 pour essayer de regrouper les chaumiers et d'avoir une visibilité. Parce que de façon traditionnelle, les chaumiers étaient assez dans leur petit univers et avaient du mal à partager leur savoir. Et on commençait à avoir pointe la problématique de disparaître un jour et de rester dans les musées. Donc on s'est dit qu'il était temps de réagir. Donc on a créé cet assaut. Avec la nouvelle génération, on a une dynamique qui a vu le jour. Et là, on est en train, par exemple, d'écrire les règles professionnelles pour sortir une technique non courante à une technique courante. Très gros travail. Très gros travail en cours. On peut... Ça de quoi vous parlez. Donc, un gros boulot, réussir à mettre tout le monde autour de la table. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la couverture chaume, c'est la première couverture qui a existé au monde. Quand l'homme est sorti des cavernes, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé des plantes autour de lui, et puis il a fait un toit pour se protéger des intempéries. Donc on est quand même la première toiture. C'est la couverture chaume, ça représente plusieurs filières. Ça représente le roseau, qui est principalement utilisé actuellement maintenant en France, et même en Europe. Ça représente la paille de blé et la paille de seigle pour les couvertures. Produits qu'on a plus beaucoup en pause du fait de manque de producteurs. Et la dernière filière, c'est le miscanthus pour les toitures, qui sont des filières à l'étude pour savoir dans un proche avenir si on pourra remplacer éventuellement le roseau par une autre plante. On a des problèmes de production de roseaux en France, la filière ne produit pas assez pour ce qu'on a à poser et on est obligé de passer sur de l'importation, ce qui est un peu désagréable pour pouvoir faire marcher un circuit court. Merci beaucoup. Au-delà des règles professionnelles, qui est une très grosse activité, est-ce qu'il y a d'autres actualités pour la filière? C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal, c'est beaucoup. On a d'autres... Travailler avec l'international aussi. On travaille à l'international, je suis représentante à l'international à l'ITS, qui est l'équivalent de la NCC, qui nous permet, comme dans le cadre de FV2, d'échanger les connaissances d'un pays à l'autre. On a, dans le cadre des règles professionnelles, on a, avec l'aide de l'ADEME, une levée de subventions qui vont nous permettre de faire toute une batterie d'études en laboratoire pour pouvoir certifier notre toiture, nos toitures ou nos bardages sans avoir à faire par chantier les règles au feu par exemple. Et ça sera fait de façon globale. Donc c'est un boulot assez énorme qui doit être précédé par l'inventaire de ce qui a été fait dans les autres pays. On ne va pas s'amuser à aller dépenser de l'argent national pour des études qui ont déjà été faites soit au Japon, soit en Afrique du Sud. Donc, merci beaucoup Agnès. Pour conclure votre intervention, pourquoi vous faites partie de FB2? Pourquoi la filière fait-elle partie de FB2? Pour la visibilité, pour mettre en commun nos actions, comme disaient mes collègues tout à l'heure, de se regrouper, ça permet d'avoir plus de force, plus d'impact, également d'être présent
dans les propositions qui vont être faites aux collectivités ou aux architectes, et de dire à tout le monde, oui, osez le biosourcé, c'est pas quelque chose qui sort de derrière le bois, c'est quelque chose de réel. On connaît les techniques, on sait faire, et on peut proposer une offre globale. Merci beaucoup Agnès. Vous pouvez l'applaudir. Alors Gérard Lenain, attention, il va falloir que vous respectiez le timing, tout le monde l'a respecté, membre fondateur de Construire en Chambre, Lin et Chambre en Bretagne. Bonjour Gérard, venez nous expliquer l'association Lin et Chambre Bretagne. Bonjour à tous. Donc moi je représente Lin et Chambre en Bretagne. C'est la structure en région qui représente la filière nationale. Donc je vais peut-être raconter un peu l'histoire de Construire en Chambre que Lin et Chambre représente. Donc Construire en Chambre, c'est une histoire qui a commencé dans les années 95 à peu près, 95-96, et l'association a été créée en 98. Donc toute son histoire, certains croient que le chambre c'est historique, on en trouvait au Moyen-Âge et bien avant, alors que c'est pas vrai du tout. Le chambre, la première initiative, elle date de 87. C'est Charles Razetti, c'est à lui qu'on doit tout ça. C'était lié un peu à un problème économique pour l'agriculture. C'est vrai que les agriculteurs touchaient une subvention importante qui permettait de développer la culture du chanvre. Donc on doit le chanvre, la renaissance du chanvre en France par un breton qui faisait des papiers spéciaux. C'est ça qui a relancé la culture en France. Et donc à un moment la subvention a été fortement réduite, divisée par deux, donc l'obligation à la filière de trouver de nouveaux marchés. Et c'est là qu'est venue l'idée d'utiliser la paille de chanvre dans la construction. Qu'avant, ça n'existait pas. Donc, la culture du chanvre, et aussi en Bretagne, Lin et Chambre s'est attaché fortement à tout ce qui est historique, qui a fait la richesse de la Bretagne, du lin et du chanvre, par les toiles, par les différents marchés. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le chanvre, c'est ce matériau particulier. Alors, la fibre, on peut le servir à des isolants, donc il y a une substitution aux laines minérales. Mais notre métier à nous, de Construire en Chambre, de Lin et Chambre, de ce que je défends aujourd'hui, c'est plutôt l'utilisation de la chaîne vote, la paille de chanvre, sans fibre. Au début, bon, il y a eu toute une histoire. Les premiers acteurs ont été les autoconstructeurs, qui a duré quelques années. Et très vite, on a perçu les problèmes, les désordres. Et c'est là que Construire en Chambre est entré en action un peu pour vraiment essayer d'analyser pourquoi il y aurait des problèmes avec cette paille particulière. Et donc là, lorsque les différents professionnels de la construction se sont intéressés à ce matériau, l'idée c'était de gagner en crédibilité, d'éviter les sinistres et puis surtout de s'adresser à tout. C'était pas de créer un nouveau métier, c'était surtout de s'adresser à tous les acteurs du bâtiment. Et Charles Razetti, le premier essai qu'il avait fait, c'était de partir d'un bloc de chanvre en préfabrication, c'était ça son idée au départ, qui ressemble à un parpaing, donc que tous les maçons ne soient pas, qui soient pas heurtés par un matériau nouveau, contre éco ou autre. Nous, c'était un bloc qui ressemble à un parpaing de ciment, et qui puisse être entre les mains de tous les maçons. C'était ça l'idée. Et ça, on a repris ça à la création de Construire en Chambre pour que justement cette cible soit privilégiée. Donc ça demande une formation, et puis ce matériau, on l'a découvert au fil des années. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et quelles sont les perspectives de Lin et Chambre en Bretagne? Lin et Chambre en Bretagne a comme mission de délégation de Construire en Chambre, c'est de développer le marché, surtout de mobiliser les acteurs. On sait qu'il y a beaucoup de maçons qui utilisent le chanvre, mais on ne les a pas bien identifiés. C'est notre difficulté. Et puis la plupart des acteurs du bâtiment qui utilisent ce matériau sont souvent débordés. Ils n'ont pas trop envie de se montrer. Nous, on voudrait les identifier plus. On a forcément le marché se développe et souvent on a des maîtres d'ouvrage qui nous sollicitent pour trouver des entreprises. C'est la grosse difficulté, c'est de trouver des maçons, des
acteurs du bâtiment. Alors les architectes sont sensibilisés, on a fait des formations depuis 5 ans pour eux, et chaque fois on arrive à les convaincre, et le discours est toujours le même, c'est de nous dire maintenant trouvez-nous des entreprises pour faire les projets. C'est un peu... Donc on vous appelle, trouvez-nous des entreprises. Et nous, la réponse que je donne, s'il y a des gens intéressés, c'est de dire, vous les architectes, vous êtes au contact de maçons certainement, et nous on va les former, on va les convaincre. Voilà. C'est le plan qu'on se donne nous. Mais c'est pas mal. Est-ce que ça fonctionne? Oui, pas mal, ouais. Après, il faut trouver aussi des gens capables d'accompagner ces nouveaux, ces acteurs, ces maçons, à les convaincre pour les amener à la compétence. Voilà. Un dernier message à faire passer, Gérard? Un message, oui, c'est vrai que nous, on avait un peu une avance sur le cadre réglementaire. Les règles professionnelles, c'est 2006, c'est là où on a commencé à travailler sur le sujet. 2012, on est passé en technique courante, et aujourd'hui, cette année, on est sur liste verte, donc avec grosses difficultés. Effectivement, nous, on a une originalité, c'est que la structuration de notre filière, depuis le début, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs du monde de l'agriculture, l'amont, représenté par Interchamps, jusqu'à la construction. Donc l'ensemble des acteurs sont mobilisés au sein de notre structure. On a même des acteurs comme le CSTB, qui est un adhérent. On a les fédérations, on a tous ces gens. Alors la particularité, c'est qu'on a besoin des industriels. Donc, tous les industriels, c'est devenu incontournable, adhèrent à notre association, à la filière. Tous les fabricants de Lyon, toutes les chambrières, même les circuits courts. À un moment, ils étaient un peu en opposition, considérant qu'ils n'avaient pas leur place. Et aujourd'hui, on a démontré qu'au contraire, ils ont leur place en local. Depuis 2 ans, des acteurs des circuits courts ont réussi à avoir le label qu'on exige par rapport à l'activité de la chaîne web, c'est accessible à tous. Voilà, c'est ça le message. Merci beaucoup, Gérard. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Déjà debout, animateur bois construction de l'association Fibois Bretagne. Hervé, parlez-nous de Fibois Bretagne. Bonjour à tous. Fibois Bretagne est une association créée il y a 35 ans environ, qui réunit tous les professionnels de la filière bois. Une petite diapo. Tous les professionnels de la filière bois, on est 380 adhérents au sein de cette association. Les professionnels sont ressortissants de la forêt, propriété forestière, ou publique d'ailleurs. On a un certain nombre de métiers qui agissent en forêt. Produire du bois d'œuvre, c'est 50 à 100 ans de travail, donc plusieurs générations d'êtres humains qui vont être amenés à y travailler. C'est la première transformation, ici en bas au centre, donc passer d'un bois rond à un bois équarri. On a une seconde transformation pour des produits un peu plus aboutis. Évidemment, les charpentiers, menuisiers qui vont mettre en œuvre les bois. Et depuis pas mal d'années, maintenant, l'association s'est ouverte aux maîtres d'œuvre, architectes, bureaux d'études, et un peu plus récemment à tout ce qui est aménageurs, promoteurs, publics, privés, et des collectivités locales qui sont à la fois maîtres d'ouvrage de leurs propres équipements et qui sont également des acteurs du territoire. Vous voyez qu'on a en Bretagne quelque chose comme 120 000 propriétaires privés différents en forêt. Donc on a besoin des collectivités pour des relais de communication vers ces propriétaires qui sont bien souvent de simples citoyens comme vous et moi. Merci beaucoup, Hervé. Est-ce que vous pouvez nous parler de la place du bois dans la construction et rénovation en Bretagne ? Oui. Vous aviez peut-être autre chose à présenter rapidement ? Non, simplement dire qu'il y a différents usages du bois. On va pouvoir utiliser le bois pour le bois d'œuvre, le bois emballage, la fabrication de palettes, de riches, cagettes, etc. C'est une activité très importante en Bretagne et dans le reste de la France. Et puis le bois énergie. Donc il y a une hiérarchie des usages qui est un principe qui se répand depuis quelque temps. L'idée, c'est d'abord d'abattre un arbre pour produire du bois d'œuvre, sachant que quand on produit 1 mètre cube de bois d'œuvre, on a au moins 2 mètres cubes de connex qui vont pouvoir être utilisés, soit pour du bois d'industrie, fabrication de panneaux, isolants ou autres, ou pour du bois énergie. Donc on
fait passer ce message qu'il faut d'abord utiliser le bois pour sa qualité bois d'œuvre, et ensuite on va avoir des connexes pour d'autres usages. Rapidement les En chiffres. termes de marché, on a une implantation dans part de marché qui progresse avec une moyenne nationale pour les maisons individuelles à environ 8%, voilà, 7-8%, qui est en croissance, mais pas si rapide que ça finalement en moyenne nationale. En Bretagne, on est plutôt au-dessus de 10%, vers les 11% maintenant. Sur le logement collectif, il y a là aussi une progression très forte, mais on partait de très très bas. Donc on est à 5-6%. Là où le bois est très représenté, c'est tout ce qui est extension, surélévation, rénovation, avec des parts de marché aux environs de 28%. Voilà, donc un secteur qui progresse, mais qui reste encore hyper minoritaire par rapport à l'ensemble des autres systèmes constructifs plus conventionnels. Merci beaucoup. Alors le bois, on a plutôt... Vous avez d'autres chiffres, allez-y. Non, ben, simplement... Oui, je vais vite, moi, attention. Hein. Les systèmes constructifs qui sont utilisés, c'est hyper majoritairement l'ossature bois. C'est le plus simple, le moins cher, c'est lui qui offre le meilleur rendement en matière. Voilà. Mais le poteau-poutre se développe également particulièrement dans le tertiaire, le bureau, le local de travail. Et le panneau massif, le panneau CLT, on pourra en reparler si besoin, qui se développe également dans le logement collectif multiniveau. Mais le système constructif principal, c'est l'ossature bois. Et ensuite, on va pouvoir mixer les différents systèmes constructifs entre eux. Donc, système constructif bois-bois, ou avec d'autres matériaux, le béton, le métal, le tabac. Merci beaucoup pour ces chiffres. Alors on a tendance à dire que le bois est en avance finalement par rapport aux autres matériaux biosourcés. Alors pourquoi finalement faire partie de FB2 et puis plus que faire partie d'ailleurs, je crois. Alors le bois est en avance en termes de structuration de filière peut-être effectivement, mais le bois d'abord est souvent un matériau de structure et ensuite il va falloir isoler les bâtiments qui sont réalisés. Donc on peut l'isoler avec de la laine de roche, de la laine minérale, mais bien souvent les maîtres d'ouvrage, les architectes veulent utiliser des matériaux biosourcés avec le bois qui est un matériau biosourcé, ou avec la terre crue qui va apporter un complément d'inertie au matériau bois qui est un matériau plutôt léger, donc qui va amener également des hygroscopies complémentaires également au bois. Donc c'est tout à fait logique de marier ces matériaux. Et plus les autres matériaux biosourcés ou géosourcés vont se développer, plus le bois va se développer également. Donc on avait intérêt à apporter un petit peu notre contribution au développement des filières qui ont peut-être un petit peu moins de moyens encore que la filière bois aujourd'hui. Ensemble, on va plus loin. Et ensemble, on est plus fort et on va plus loin. Parfait, merci beaucoup Hervé. Alors, Jean-Claude Lay, responsable commercial du relais Métis, venez nous expliquer ce qu'est le relais Métis. Alors, vous êtes tout juste arrivé, la filière non, mais vous, tout juste arrivé, si j'ai bien suivi. Je suis le bébé de FB2. Voilà, je suis arrivé au mois de mars. Donc, on va vous expliquer un petit peu ce qu'est Métis. Métis, c'est une entreprise à but socio-économique qui fait partie du relais. Le relais, c'est une société qui collecte des vêtements depuis 1984. Une société créée par Pierre Duponchel. Étant volontaire à Emmaüs, ils ont décidé de créer le relais pour sortir un peu des gens qui avaient du mal à se retrouver dans l'emploi, à raccrocher un petit peu le système. Ça a été créé en collaboration avec l'abbé Pierre et le père Léon. Donc une belle aventure humaine qui continue encore aujourd'hui. Donc on a 30 centres en centre, on a 30 centres de collecte, 140 000 tonnes par an de vêtements collectés. Et en ce qui concerne le relais Métis, qui est une branche du relais, on est à 1400 tonnes. Alors, expliquez-nous, la Métis, c'est quoi? Oui, je me suis fait choper hier, ce qui était assez sympa. J'ai une personne qui est venue me voir en disant on vous donne des vêtements et vous en faites de l'isolation. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Métis a le but premier de redonner une vie aux vêtements qu'on collecte. Une vie aux vêtements qu'on collecte à partir des raisons qu'on a et surtout à partir de nos magasins qu'on a créés, les Dingues Fringues,
qui donne une seconde vie, et encore, c'est l'occasion de refaire travailler des gens qui ont du mal à se réinsérer dans la société. Donc non, on n'est pas des destructeurs, on transforme simplement les vêtements qu'on ne peut pas correctement revendre à une personne. Voilà. Donc c'est juste une continuité de transformation du textile sans le gâchis en fait. C'est la recherche du relais. Merci. Donc en gros c'était comme ça. Quelles sont les perspectives pour Métis dans les années qui viennent? Là on tourne sur une capacité de 1400 tonnes, on a l'ambition, c'est l'ambition de passer à 3600. Donc pour aller monter à 3600, il faut qu'on nous pose un peu partout. Il faut savoir qu'on est présent sur du rouleau, sur du panneau, sur du vrac à souffler. Donc absolument partout. On a toutes les certifications, les FTES, les ACERMI, on a toutes les fiches techniques. Vraiment embêté FB2 pour les avoir. Il y a tout ce qu'il faut, il ne reste plus qu'à poser. On est là pour vous en tout cas. Alors justement, j'allais poser la question, mais on a déjà une petite idée. Pourquoi faire partie de FB2? Alors FB2, c'est marrant, j'ai arrivé au mois de mars, je veux dire c'est une longue histoire d'amour, parce que ça n'a pas commencé avec moi, ça a commencé avec mes collègues auparavant. Vraiment aujourd'hui, s'il n'y a pas d'unité, on ira trop lentement, et je crois que tout le monde a besoin que ça aille un peu plus vite. C'est une équipe très soudée, et on a besoin aujourd'hui d'avoir ce côté un peu équipe pour pouvoir se présenter sur les différents marchés et aussi pour pouvoir aussi donner des réponses. Il me semble qu'aujourd'hui les gens ont besoin de réponses avant de pouvoir se lancer. Parfait, écoutez, merci beaucoup Jean-Claude, on peut applaudir le bébé de la... Merci beaucoup. Et pour finir ce tour des filières biosourcées, Frédéric Bourgeon, membre du collectif Terre Armoricain. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, une petite présentation quand même de ce collectif. Le collectif Terre Armoricain, il regroupe depuis plus de 10 ans la majeure partie des professionnels de la construction terre crue dans le Grand Ouest. Que ce soit artisans, maîtres d'œuvre, concepteurs, chercheurs, artistes, formateurs également. Ils assurent la valorisation et la mise en œuvre d'un matériau assez magique. Ça représente, pour ce qui est du collectif Terre Armoricain, des centaines d'emplois dans la région, et dans le réseau étendu du collectif, probablement plutôt des milliers d'emplois également. Des milliers d'emplois. Et qu'est-ce que c'est ce matériau terre? Est-ce que tu peux nous en parler? Eh bien, le matériau terre, c'est une ressource qui est issue du sol et dont le liant est l'argile uniquement. Et c'est un matériau qui a énormément de très belles caractéristiques. C'est un matériau qui est naturellement bas carbone. C'est un matériau qui peut être réemployé à l'infini dans une démarche d'économie circulaire. Et c'est un matériau qui contribue aussi énormément au confort des usagers du bâtiment et notamment en été. En somme, c'est par ses caractéristiques un très très bon allié, si ce n'est le meilleur. En tout cas, c'est ce qu'on aime penser et répéter des matériaux biosourcés. Et alors, on n'est pas sur du biosourcé, avec la terre, on est sur du géosourcé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et en même temps, je glisse la question, pourquoi FB2? Eh bien, justement, en fait, c'était juste ce que je disais, c'est très clairement le meilleur allié, dans le sens où c'est un matériau qui est inerte, qui ne réagit pas au feu, qui est incombustible, qui apporte de l'inertie, où certains des matériaux sont plutôt légers, et qui peut aussi être à caractère isolant quand on rajoute une belle portion de fibres. Mixité intéressante. Exactement. Mixité intéressante.